C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous étions déjà donné rendez-vous en mai dernier pour justement choisir ensemble le format et le contenu de ce cycle de webinaire. Et bien ça y est, nous y sommes. Le premier débat autour de questions qui sont essentielles quand on travaille sur les politiques de prévention et de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire les démarches d'aller vers. Je crois que ça fait partie de l'ADN de politiques comme les nôtres, bien évidemment, qui cherchent dans cet aller vers, dans l'innovation sociale, dans le partenariat, dans le croisement des mondes, des solutions qui vont faire en sorte qu'on va donner des réponses concrètes à nos publics. La question de la lutte contre la précarité énergétique, quand par exemple on voit des factures énergétiques impayées, on en discutait ce matin avec EDF, on peut se dire que c'est que la surface de difficultés qui sont bien plus réelles, bien plus profondes. Derrière, c'est des signaux d'alerte qui nous poussent à regarder de façon plus large, plus globale, à voir la précarité énergétique comme pouvant nous permettre de croiser des problématiques d'accès aux droits, de logement insalubre, de problématiques de santé, de surendettement. En fait, c'est ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, dans ce réseau-là, on fait quoi? On a envie de partager, on a envie de créer de l'interconnaissance, de faire communauté pour aller vers des solutions concrètes. Mais ce faisant, quand on aborde les questions de précarité énergétique, on les croise forcément avec d'autres dispositifs de lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ces interconnexions que certainement les solutions se trouvent. Et ces interconnexions, elles nous demandent de décloisonner le sectoriel, de décloisonner nos mondes. On s'est dit déjà très fortement en mai, de faire en sorte que les acteurs de l'habitat, de l'emploi, de l'insertion, de la solidarité travaillent ensemble autour de ces sujets. Et l'année verte, je crois que c'est le bon exemple. L'année verte, c'est le bon exemple. On en reparlera quand, par exemple, LBD Environnement présentera le dispositif API. Quand nous avions discuté ensemble, je leur avais dit tout de suite, rapprochez-vous des points de conseil budget, parce que quand vous allez faire de la sensibilisation aux éco-gestes, quand vous allez faire mobilisation autour de ces sujets-là, en même temps, vous allez repérer, par exemple, des problématiques de gestion des impayés, voire qui peuvent conduire non seulement à du surendettement ou de l'exclusion locative. Et rapprochez-vous des points de conseil budget. C'est cet esprit-là juste que j'avais envie de vous rappeler, et puis place au débat quand même, parce qu'on est là pour ça. Merci Yolande. Écoutez, merci à tous de vous être inscrits en nombre. Là, vous êtes 51 participants et je m'en réjouis. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble et je vous proposerai très rapidement, dans un premier temps, pour camper la thématique, rappeler les enjeux du repérage et les différents modes de repérage, mais de manière très succincte, pour se rappeler ce qui existe. Et derrière, on fera intervenir ce qu'on avait dit lors du lancement de la précarité énergétique, des grands témoins qui viendront justement échanger sur leur expérience. Donc, je laisserai la parole à Marie-Paul Gérard du GERES, à Cléra Nibou de LBD Environnement, et puis deux témoins de dernière minute. Nous aurons Nathalie Bouvet d'EDF Solidarité et Stéphane Jacob de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de leur laisser la parole pour que vous puissiez tous échanger ensemble et que Yolande et moi puissions rebondir. Et donc je vous propose de démarrer tout de suite. Sophie, si tu veux bien me passer la première slide du PowerPoint, s'il te plaît. Je ne sais pas. Oui, voilà, super. Donc un bref rappel des conséquences de la précarité énergétique, parce que souvent quand on pense précarité énergétique, on pense votre facture d'électricité, donc en termes de repérage, on pense juste aux repérages qui sont inhérents à ces grosses factures. Pour autant, quand on connaît les conséquences de la précarité énergétique un peu mieux, on est mieux à même de pouvoir les repérer. Donc, les conséquences sanitaires, donc la précarité énergétique a des conséquences sur la santé physique. Alors, la santé physique, c'est les logements humides qui entraînent des problématiques d'asthme, de bronchite, de lombalgie, des impacts sur la santé mentale qui génèrent du stress, de l'anxiété, des troubles dépressifs, par exemple, chez les individus,
et malheureusement des situations d'augmentation de la mortalité en saison froide et chaude. Des conséquences sociales également que vous connaissez, j'ai vu qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont inscrits à ce webinaire. Donc on parle d'isolement social avec des personnes qui ont honte de recevoir à domicile ou alors qui ne font plus d'activité à l'extérieur parce que justement, ayant une part de budget très importante pour l'énergie, elles n'ont plus de part de budget pour faire des activités extérieures. On a aussi des problématiques d'impact sur la réussite scolaire des enfants. Enfin, les conséquences économiques, celles qui sont le plus connues, tout ce qui va être augmentation des dépenses des ménages entraînant des arbitrages financiers. On peut avoir des arbitrages, malheureusement, sur l'alimentation, sur des dépenses de santé, on va moins voir le médecin, le dentiste, etc. Bien évidemment, les questions d'endettement, d'impayés, et aussi renoncer à entretenir son logement parce que entre chauffer et finalement rénover, le lien se fait rapidement vers se chauffer pour pas que justement il y ait des impacts sur la santé et notamment sur les enfants. La slide suivante. Les enjeux du repérage, alors je rebondis sur ce que tu disais, Yolande. La précarité énergétique est multifactorielle. Donc, lorsque l'on fait du repérage, on lutte contre la pauvreté parce que finalement, on favorise l'accès aux droits, ce qui permet de déployer les aides adaptées en fonction des situations de chaque personne. Ça permet également de prévenir de l'exclusion sociale, ce qu'on disait, la honte de ce cas, la renonciation à des activités par manque de moyens. Ça permet également d'améliorer la santé et le bien-être des habitants, de réduire l'impact environnemental, parce qu'effectivement, on verra peut-être dans des thématiques ultérieures qu'il est aussi possible de faire de la rénovation tout en travaillant sur les factures. Et un sujet qui va te concerner particulièrement, Yolande, repérer, ça permet aussi de donner des informations pour optimiser les politiques publiques, parce que quand on a une meilleure connaissance en fait de l'ampleur du phénomène de la précarité énergétique et de toutes les conséquences que l'on vient de voir qu'elle peut avoir sur les individus, ça permet au pouvoir public d'allouer des ressources en conséquence par rapport aux problématiques et en les ciblant vraiment par rapport aux besoins qui sont recensés. Le défi à relever, qu'on partage tous, donc on va aller rapidement, c'est identifier les personnes vulnérables en oubliant personne, donc en ne pas oubliant les invisibles. Maintenant, à partir de quels éléments repérer? Donc il existe, alors pas qu'en région PACA en fait, en France, de nombreux dispositifs, de nombreux acteurs qui font du repérage. Donc, le repérage peut se faire bien évidemment à partir des données socio-économiques des habitants, à savoir des revenus faibles, à partir des données de consommation énergétique. Donc, quand on va à domicile, par exemple, on peut consulter les DPE, les diagnostics de performance énergétique. À partir, alors certaines collectivités ont fait ça notamment dans le nord de la France, des cartographies de zones à risque, notamment en montagne ou alors dans des quartiers prioritaires avec des thermographies aériennes qui permettent de voir en fait l'état des bâtiments et de par l'état des bâtiments d'en déduire des situations d'habitants en précarité énergétique. On peut également, alors là je m'adresse à toutes les personnes qui se déplacent à domicile ou alors qui sont des opérateurs qui sont missionnés pour faire des études de préfiguration, on peut voir des situations qui évoquent la précarité énergétique, par exemple des habitations avec des signes extérieurs de dégradation. Ça va être des fenêtres simple vitrage, par exemple, qui sont vétustes. Ça peut être de l'enduit de façade qui est dégoûté, ou alors même à domicile, effectivement, des diagnostics techniques qui peuvent être réalisés, alors soit par des acteurs associatifs, soit par des collectivités. Je pense par exemple aux services d'hygiène et de santé. Rien n'est mieux
que la parole des habitants, bien que certains n'osent pas en parler, mais je pense notamment à tout ce qui va être enquête, questionnaire, signalement. Également, on a dans certains départements de la région PACA des signalements qui se font sur l'histologue. Voilà. Et rien n'est possible sans la collaboration avec les travailleurs sociaux, les CCF, les associations qui, en fait, arrivent à recueillir la parole des habitants en ayant leur confiance. Donc, ce sont vraiment les travailleurs sociaux, les CCS, et donc tous ces acteurs locaux qui, par le lien de confiance qu'ils établissent avec les habitants, peuvent être amenés à aborder la situation de précarité énergétique, alors que finalement, peut-être que ces personnes sont en entretien sur un autre sujet. Une personne qui va avoir des difficultés à s'alimenter va peut-être venir pour échanger sur la possibilité d'avoir des bons alimentaires. Et de là peut se tisser un questionnement sur les autres postes de dépenses et on peut s'apercevoir avec une entrée totalement différente finalement que la personne a également une problématique de précarité énergétique. Et enfin, l'aller vers au sens strict, à savoir tout ce qui va être le porte-à-porte, les événements en pied d'immeuble, et on aura un bel exemple tout à l'heure. Voilà pour tout ce qui est l'introduction. J'ai fait volontairement très très rapide parce que là nous avons 4 témoins et je veux vraiment leur laisser le temps de s'exprimer et le temps d'échanger avec eux. Avant de laisser la parole à Marie-Maude, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez, par exemple, nous dire quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire au cas où les intervenants qui vont prendre la parole n'aient pas des exemples qui y répondent. Des questions particulières ou on peut y aller? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Philippe Michaud pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. On est partie prenante de la négociation en cours du pacte territorial qui n'est rien moins que le cadre de la politique de l'habitat à l'échelle métropolitaine pour les 5 années qui viennent. On entend une petite musique sur aller vers. Donc moi, j'étais pas à la première réunion du réseau. Je ne sais pas si on l'appelle réseau d'ailleurs, mais bon, appelons-le réseau régional de la précarité. Quels sont ces attendus au regard d'une politique publique qui elle-même pointe la précarité énergétique comme un des sujets à adresser, sachant que le sens de ma question est que en tant qu'ALEC, nous adressons plus d'1 million 300 000 habitants. Nous n'avons pas de mission particulière et d'expertise sur la question de la précarité énergétique. Et que donc on se pose des questions au-delà de l'intérêt et de la sensibilité qu'on peut avoir au sujet. Quel est l'attendu des échanges qu'on a au sein de ce réseau? Est-ce que c'est une montée en compétences générale? Est-ce que c'est de construire des chaînes de mise en œuvre des politiques publiques? Voilà. Quand vous avez parlé de chaîne de mise en œuvre, alors je n'ai peut-être pas jusqu'à de politique publique, encore que ça soit une ambition, mais déjà favoriser l'interconnaissance, repérer des dispositifs, regarder comment chacun s'y prend et surtout essayer de faire tomber des fausses barrières qui fait qu'on ne se connaît pas tout simplement, donc on ne fait pas ensemble. C'est une des vocations. Moi, je l'ai dit en introduction, surtout sur des sujets comme celui-ci. Je pense vraiment que, tu viens de le dire sur les modalités de repérage, tu viens de dire des travailleurs sociaux qui peuvent aller à domicile même pour du non-recours sur de l'aide aux personnes au manque d'autonomie, peuvent repérer des choses qui vont faciliter la prise en charge ou le traitement de questions liées à la précarité énergétique. Vice-versa, quand on fait de la précarité énergétique, je le disais tout à l'heure, et Kéra certainement rebondira, on peut aussi repérer des situations qui pourraient conduire à du surendettement et travailler autrement. Et donc, la vocation du réseau, c'est à la fois échanger sur des thématiques précises,
qui rentrent dans la question de la lutte contre la précarité énergétique, mais il faut favoriser des réponses qui soient collectives et multifactorielles. Parce qu'on est dans le pacte des solidarités dont la vocation globale, c'est de trouver des solutions pour des personnes qui sont en précarité. Pour compléter très rapidement, pour compléter Yolande, en fait, là, la thématique aujourd'hui a été décidée avec l'ensemble des membres du réseau lors de la réunion de lancement, où il y a un certain nombre de questions qui ont émergé, la situation des locataires et la difficulté de faire des médiations avec les bailleurs, le développement des compétences des professionnels avec la formation notamment des acteurs de terrain. La thématique aujourd'hui que nous abordons est le problème des avances et de reste à charge pour les ménages précaires. D'autres thématiques pourront bien évidemment aborder à chaque réunion des membres du réseau, de manière à ce qu'une fois traitées, elles puissent être diffusées en région et inspirer peut-être la mise en place ou la modification de certains dispositifs avec les éléments qui seront apportés. Merci. Je complète juste, mais en un mot, parce que vraiment, il faut laisser la place aux témoins, que ça s'inscrit quand même dans le cadre des contrats locaux des solidarités ou avec des départements de la région, avec des métropoles de la région. Nous nous engageons ensemble sur l'ensemble du périmètre de ce qui constitue la lutte contre la pauvreté, mais aussi spécifiquement sur les questions de transition écologique juste et solidaire, dont la lutte contre la précarité énergétique. Et je poursuis parce que je l'ai à l'esprit et je vous le dis très naturellement, nous sommes aussi engagés dans des pactes locaux des solidarités, sorte de projets de territoire. Et je pense que, même si ce n'est pas aujourd'hui, notre cycle de webinaire, il a aussi vocation à pouvoir demain se mettre aussi en ordre de marche pour générer des solutions et regarder si elles pourraient peut-être, en les faisant et les conduisant ensemble, faire l'objet de pactes locaux des solidarités sous réserve. Merci pour cette question. Oui. Et si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être qu'on peut laisser la parole à Marie-Maude. D'autres questions? Non? Écoute, Marie-Maude, je ne sais pas si tu es là, il me semble. Si, bonjour. Elle est là. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Eh bien, bonjour tout le monde et voilà, très heureuse de participer à ce webinaire. Donc moi, j'ai juste une petite présentation sur quelles sont comment dire, les techniques que l'on utilise ou les activités qu'on utilise pour aller vers les ménages en situation de précarité énergétique et donc de les repérer dans le cadre du GRS, donc ONG de développement et de solidarité qui est basée à Aubagne et qui travaille sur le climat et l'énergie et notamment la lutte contre la précarité énergétique depuis un certain temps. Donc voilà, on peut faire des politiques publiques, mais si on n'arrive pas à repérer les ménages, en fait, ça peut tomber à l'eau, on va dire. La politique peut ne pas trouver son public et c'est très dommage. Et Anne-Claire l'a rappelé, on peut repérer des poches de précarité avec des outils statistiques, mais c'est juste une approche en général avec ces outils statistiques. On a du mal ensuite de toucher vraiment les ménages. Et voilà, je vais vous présenter 2-3 actions qu'on a mis en œuvre pour mobiliser les ménages. Donc là, j'ai listé un petit peu les différentes activités possibles et je vais vous donner quelques exemples. Notamment donc on met pas mal en place d'ateliers collectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser des personnes dans un cadre qu'elles connaissent et sur des thématiques qui les intéressent ou en tout cas qui touchent à l'énergie, mais aussi à leur vie personnelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers dans des endroits qu'ils ou elles ont déjà l'habitude de côtoyer, donc notamment des centres sociaux, devant en pied d'immeuble, etc.
Donc ici, par exemple, en bas sur la photo, donc c'était à la Castellane, avec le centre social de la Castellane. Donc on avait organisé un petit atelier autour des éco-gestes avec une participation assez intéressante et motivée, on va dire, sur les problématiques à la maison. Comment on fait des questions qui reviennent hein, sur comment on fait pour réduire les douches des jeunes, etc. C'en est une, ou comment on fait pour avoir chaud, comment, bref, différentes questions très, très diverses et variées. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se rendre sur des lieux que les ménages ont l'habitude de côtoyer et dans le cadre éventuellement de groupes déjà constitués. Par exemple, souvent les centres sociaux ont des groupes de femmes, de mamans, voire aussi de papas, et plein d'autres types d'activités. Mais là, on retrouve des gens qui qui ont déjà l'habitude de fonctionner en groupe et qui peuvent être intéressés par certains sujets autour notamment des factures, des impayés, du chauffage, des petits gestes, etc. Sur les ateliers collectifs, je voulais peut-être mettre l'accent un peu plus sur nous, un thème qui a bien marché et qui est bien marché en termes de libérer la parole et de pouvoir ensuite repérer des gens qui ont des problèmes personnels. C'était des ateliers sur la santé. Et c'est vrai que ça a amené les ménages à parler de leurs problématiques de manière assez spontanée et encore plus spontanée que sur d'autres thématiques. En tout cas, j'avais trouvé. Et voilà, ces ateliers collectifs, nous, on les utilise souvent pour ensuite repérer des gens qui, dans le cadre de l'atelier, présentent des situations assez complexes ou qui ont des difficultés sur le plan soit de l'énergie, soit de l'humidité dans leur logement, enfin tout ce qu'a présenté Anne-Claire avant sur les situations de précarité énergétique. Et voilà, donc ça va dans à la fois c'est collectif et en même temps dans le cadre de cet atelier collectif, on amène les gens à parler de leur situation et si donc soit à la fin de l'atelier on leur propose d'aller faire des visites à domicile s'ils sont OK ou voilà de poursuivre avec l'organisateur de l'atelier qui souvent est une structure locale. J'y reviendrai après pour ça. Non, juste, pardon, c'est sur le slide précédent. Je voulais juste préciser les approches entre pairs qui sont ou le bouche à oreille qui est très important. On a notamment travaillé avec Voisins Malins qui emploie des voisines plutôt. On a eu plutôt des expériences de voisines, mais donc qui emploient des voisines pour aller faire du porte-à-porte et repérer dans le cadre de campagnes assez ciblées sur une thématique, la santé ou la fois suivante, c'est l'énergie ou la prévention du cancer du sein ou les activités pour les enfants. Bref, différentes activités. Nous, on a travaillé avec eux sur la partie énergie et ça a permis de repérer des ménages en situation de précarité énergétique sur un parc. D'autre part, ambassadeurs, ambassadrices, on a bien travaillé avec ce type comment dire, de ménages qui repèrent les autres dans le cadre notamment de la rénovation au Jas de Bouffant. Et voilà, donc il faut trouver des personnes qui, sur leur quartier, ont un certain nombre, côtoient d'autres ménages, ont l'habitude de côtoyer d'autres ménages et peuvent discuter d'un sujet, par exemple de l'énergie, avec leurs voisins et les personnes qu'ils rencontrent au quotidien.
J'avais mis personne en insertion professionnelle également. Je dirais que là, c'est plus dans le cadre, notamment des visites à domicile. Ça permet de parler entre pairs parce que souvent, les personnes en insertion professionnelle sont dans des situations aussi compliquées et notamment malheureusement aussi souvent en précarité énergétique et donc ont des facilités d'échanger sur ces sujets plus, de pair à pair, voilà, avec des difficultés qui sont rencontrées de part et d'autre. Pour les outils, oui, c'est celle suivante. Donc voilà, on a développé différents outils. Alors vraiment, ce qu'on a repéré, c'est qu'il faut une redondance de l'information et du message en fait. Notamment, par exemple, quand on intervient sur des quartiers, si, il y a de l'affichage au centre social, des flyers, au bureau de poste d'à côté, ou chez le médecin et si, il y a une affiche en pied d'immeuble et voilà, le fait d'avoir plusieurs fois l'information, peut permet à la fin de se dire, «OK, j'y vais, j'appelle, c'est pour moi, je peux le faire, j'ai vu ça à différents points, j'ai confiance parce que je l'ai vu chez mon bailleur, parce que je l'ai vu, notamment au centre social», ça fait partie des points, assez importants et j'ai oublié dans les différents outils, un qui est quand même assez, qui reste important, c'est les courriers. Les courriers, nominatifs, notamment, alors on a travaillé par exemple avec des bailleurs sociaux qui incluaient, dans leur, quittance de loyer le petit flyer, donc de manière, là non nominative, mais pour tout le monde ou bien, ceux qui avaient des retards de quittance de charges, plus spécifiquement ou, une fois on a travaillé avec AG2R La Mondiale qui a, envoyé un courrier spécifique à une cible très précise de son carnet d'adresses et ça nous a permis notamment de trouver des ménages, très éloignés de l'accompagnement social, qui n'avaient pas du tout accès à des travailleurs sociaux. J'ai oublié de dire en préambule qu'on travaille beaucoup en milieu citadin, donc forcément le repérage en milieu rural est quand même, un peu différent. Donc voilà, c'est un mais ici, notamment l'expo interactive, qui avait été, conçue à l'époque, il y a déjà pas mal de temps par, Ecopole Énergie, en coopération avec le Loubatas et le GRS, et qui a été déclinée par Ecopole Énergie ensuite et maintenant le CPIE, en version, plus soft et plus facilement transportable. Mais cette exposition interactive, avait été aussi, très intéressante pour mobiliser les gens et permettait, avec des choses très concrètes, pratiques, ludiques et qui rendaient visible l'énergie, ça a bien fonctionné et d'autre part, une façon d'ouvrir les portes, un petit outil, c'est, le don des petits équipements économes, notamment les mousseurs, les lampes, les thermomètres et cetera. Ça permet aussi, voilà, d'ouvrir la porte plus facilement, on va dire, chez quelqu'un, mais ici, il faut déjà l'avoir repéré en amont. Voilà. Ouais et ensuite, je vais rapidement, voilà, bon, ça, je pense que Kéra reviendra largement dessus. Les partenariats avec les organisations qui sont en lien direct avec les ménages sont extrêmement importantes. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Enfin, les organisations de la santé, par exemple,
peuvent être très, très intéressantes parce qu'elles repèrent déjà des gens qui ont des difficultés dans leur logement. Je dois dire que celles avec lesquelles on travaille le plus, ça reste les assistants et les assistantes sociales et les CESF, enfin, les travailleurs sociaux en général. Mais bien sûr, alors ça, c'est plutôt du repérage spécifique une personne à une personne, donc avec une fiche d'identification. Après, toutes les associations de quartier, régies de quartier et toute l'organisation qui rencontre beaucoup de public peuvent également être des partenaires pour l'organisation d'événements, l'organisation voilà, d'ateliers qui peuvent permettre de repérer des gens. Et oui, juste pour la partie mobilisation et sensibilisation des organisations, elle est aussi importante pour que ces organisations qui rencontrent les publics puissent repérer les ménages en précarité énergétique et donc juste être au fait de comment repérer quelqu'un qui a trop chaud dans son logement, qui a froid dans son logement l'hiver. Voilà, des outils simples, des questionnaires pour pouvoir repérer. Et j'en termine avec un dispositif qui a été mis en place eh bien, il y a déjà 10 ans, donc au niveau national et qui est ensuite mise en œuvre sur les territoires, donc qui est le dispositif SLIM, qui est une solution pour agir contre la précarité énergétique et qui a justement pour objectif le repérage des ménages par un maillage d'acteurs sur le territoire, puis donc repérage, diagnostic via des visites à domicile et orientation vers les solutions les plus adaptées aux ménages. Nous avons monté un consortium en réponse à un appel à projet que la ville de Marseille a lancé l'année dernière. Et donc la DREAM Croix-Rouge Insertion, ESF Service, Solia, Provence et le GRS mettons en œuvre le SLIM sur la ville de Marseille. Et je termine avec le dernier point qui est justement pour le SLIM, on organise des réunions assez largement avec les travailleurs sociaux, avec différentes organisations et on travaille pour ça avec des flyers classiques, des réunions classiques et des fiches d'orientation très simples où on demande simplement les coordonnées du ménage et ce pourquoi la personne nous transmet quel est le problème qui a été repéré. Voilà, et ensuite on a créé une adresse email générique pour ce dispositif. C'en est un. Et voilà, j'en ai terminé. Bien sûr. Non, j'allais dire bien sûr, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais voilà. C'est le timing. En tout cas, merci Marie-Maude. Merci. Dans le cadre du timing serré qui s'était donné, expliquer tout ça de manière aussi claire, c'était chouette. Bien évidemment, le support sera distribué à l'ensemble des membres du réseau, présents ou du réseau au sens large, pour ceux qui ne sont pas avec nous ici aujourd'hui. Et avant de passer à notre témoin, est-ce que vous avez des questions pour Marie-Maude? Moi, tu as été particulièrement claire. Pas de questions? Moi, je voulais juste rajouter que l'intérêt que nous avons effectivement aussi pour le dispositif SLIM, qui peut s'intégrer dans les contrats locaux des solidarités. Donc, on a pris l'exemple de la ville de Marseille, qui est un SLIM particulièrement abouti, mais dans d'autres départements, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse, dans le Var, on a des dispositifs SLIM qui peuvent se mettre en place, intégrés ou pas dans les contrats locaux des solidarités. On a dans plusieurs contrats locaux des solidarités, notamment avec les métropoles, des plateformes en fait, qui ressemblent des plateformes de lutte contre la précarité énergétique, qui soit directement relèvent du SLIM, soit s'inspirent en fait
Donc, pour une vue régionale, pour les non-marseillais, il y a des liens aussi à faire. Je rebondis sur ce que tu dis. Alors, ce n'est pas prévu, on va enchaîner avec Pierre, mais tu évoques les plateformes. Peut-être que ce serait intéressant de raccrocher au témoignage, et si ça ne te dérange pas, Pierre, qu'on passe après, peut-être de faire témoigner Stéphane Jacob avec la plateforme sur Toulon-Provence. Ah ben voilà, très bien. Je ne sais pas si vous êtes là. Alors, tout le monde. Oui, je suis là. Voilà, parce que excuse-moi, je ne t'embête pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. On vous entend. Parfait. Donc, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée, comme vous le verrez sur le diaporama que l'on a transmis, est-ce que vous l'avez en visualisation? Oui, alors, je ne l'entends pas encore, je pense que Sophie va le... C'est le dernier que je t'ai donné, Sophie. Oui, voilà, elle est là. C'est le dernier que je t'ai transmis, Sophie. Merci, Sophie. Ça arrive. Voilà, donc pour gagner du temps, la métropole qui a comme compétence en matière de solidarité le Fonds de solidarité pour le logement et le Fonds d'aide aux jeunes, que la métropole a récupéré en fait par un transfert de compétences du département en 2020. Donc bien évidemment, pour ce qui concerne la précarité énergétique, la question de l'habitat et la question par exemple de la politique de la ville et de l'intervention dans la ville et dans les quartiers, la métropole n'avait pas attendu à être déjà présente, puisqu'elle avait un dispositif qui s'appelle Bien chez soi et qui est déjà une plateforme à l'attention des bailleurs et à l'attention des propriétaires occupants. Donc en 2020, lorsque le FSL arrive au sein de la métropole, la question de la transversalité entre les dispositifs d'une même entité s'est posée, de l'échange d'informations, voilà. Et donc, la question de la précarité énergétique avec le FSL est devenue encore plus présente depuis 2020. La métropole a contractualisé avec les services de l'État dans le cadre des plans pauvreté successifs et du pacte des solidarités. Et la question du aller vers, en fait, a été repérée comme une des difficultés, au-delà de nos dispositifs, à pouvoir capter le public et capter les différents publics. En fait, le constat, on l'a tous, des fois c'est la précarité économique qui empêche de payer sa facture d'énergie, des fois on est dans une passoire thermique et on ne s'adresse pas toujours aux bonnes personnes, c'est-à-dire que le locataire peut subir et le bailleur peut être au courant ou pas, ou en tout cas ne pas être accompagné dans le montage plutôt technique que l'on connaît de certains dossiers. Dans ce sens-là, la loi climat nous a aussi obligés à nous interroger par rapport à la somme et à l'évaluation du nombre de logements que nous pourrions perdre en termes de logements alloués. Dans le cadre du PLH, il y a une sensibilité particulière sur le nombre de logements et le loyer abordable. Et la métropole, depuis 2021, est un territoire de mise en œuvre renforcée du plan logement d'abord. Donc, en fait, avec la slide qui suit, vous verrez, rapidement, on s'est posé la question de comment multiplexer et organiser ce qui était déjà mis en œuvre et ce que le FSL, en fait, vient fédérer autour de stratégies nationales déclinées sur les territoires. Le plan pauvreté, le pacte des solidarités, le plan logement d'abord. La question du logement est importante, la question de la qualité de vie est importante aussi, et il faut que l'on ait une intervention qui soit globale et humainement, que l'on puisse apporter une réponse, parce qu'une politique publique, en fait, pour qu'elle soit attrayante, ou en tout cas que l'on aille jusqu'à la mise en œuvre du paiement de ces factures d'énergie ou de l'amélioration de l'habitat, il faut que nous, on soit plutôt intéressants, en tout cas dans le type de produit et dans les prestations que l'on peut délivrer. Donc sur ce schéma-là, que l'on lit en fait de gauche à droite, on a eu la chance, et on a encore la chance aujourd'hui de travailler avec deux opérateurs, Itinova
et les compagnons bâtisseurs. Donc l'idée, c'est de se dire, la métropole, dans le cadre du FSL, s'est dotée d'une plateforme collaborative qui permet aux travailleurs sociaux et aux gens de saisir directement le dispositif. On a un stock d'à peu près 695 mesures d'accompagnement social liées au logement, dont des mesures spécifiques, accompagnement, prévention, impayé d'énergie. Mais on n'était pas très content, en fait, parce qu'on avait une difficulté à capter le public et à avoir des opérateurs qui avaient en fait un système d'information commun. Donc, ce que l'on a proposé, et on bénéficie du concours de l'État dans le cadre du pacte des solidarités, on a décidé en fait que les travailleurs sociaux puissent venir demander, solliciter des mesures d'accompagnement spécifiques précarité énergétique, différentes de celles que l'on mettait déjà en place, et qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble des outils de la métropole. Donc en fait, là où il y a écrit bien chez soi, financement ANA, France Rénov', et on a aussi un opérateur sur certains territoires, notamment dans le cadre des OPA et d'un programme d'intérêt général. En fait, là, on s'est dit, il faut que ce qu'on fait pour les bailleurs, il faut l'améliorer, et en plus de ça, il faut qu'un système d'information, une organisation permette de la détection de l'impayé dans le cadre du FSL ou de l'orientation vers un travailleur social, que l'on ait des opérateurs qui mettent en œuvre, à minima, un cahier des charges qui soit une visite à domicile, un diagnostic, un accompagnement sociotechnique s'il le fallait, là on est à la moitié du logigramme, avec une orientation dans le cadre de l'autoréhabilitation. Et cette visite à domicile, donc ce aller vers, doit permettre de qualifier si on est dans une précarité budgétaire et ou budgétaire et précarité énergétique liée aux conditions de vie, au logement, à la maîtrise de l'énergie, aux habitudes de consommation. Avec, puisque c'est très très à la mode, l'histoire de la plateforme, c'est aussi de dire on peut orienter aussi vers des plateformes de coordination suivant qui on rencontre comme public. C'est-à-dire que là, la porte d'entrée, elle est OK, précarité énergétique, impayé, passoire thermique, mais elle est aussi humaine. Et donc, les deux opérateurs peuvent aussi orienter vers un dispositif d'appui, de coordination, vers tout dispositif, en fait, qui permettrait aux personnes, ou en tout cas, les publics fantômes qui ne demandaient rien et les problématiques qui n'étaient pas prises en charge, en fait, là, seraient orientés et sont orientés jusqu'à l'obligation d'une médiation avec le bailleur. Alors, c'est toujours compliqué parce que l'opérateur bien chez soi, Citémétrie, nous dit non, mais nous, on ne peut pas contacter le bailleur si ça part d'un impayé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit OK, nous, dès lors qu'on mobilise le fonds de solidarité pour le logement, on peut avoir un courrier d'information au bailleur et là, on verra quel type de réponse nous pourrions avoir. Et une fois que le FSL est intervenu, en tout cas, en donnant un mandat à une de ces deux associations, qu'elle intervient, qu'elle met en place le cahier des charges, que l'on a contacté le bailleur, ensuite, le dispositif bien chez soi, qui est autonome, en fait, peut accompagner la réhabilitation, les travaux lourds, le maintien à domicile, et alors, cerise sur le gâteau, la captation du logement pour proposer de la gestion locative adaptée à un bailleur qui n'en aurait plus que faire de gérer son logement. Et là, pourquoi pas donner le bail en gestion à une agence immobilière à vocation sociale et alors le Graal, le conventionnement du logement pour qu'on soit sur du loyer abordable. Donc là, on est vraiment sur un outil numérique qui va permettre de suivre et de tracer l'ensemble d'étapes différentes avec un cahier des charges qui vise à ce qu'on ait une réponse à la fois au regard de l'humain, de la technique, du logement et de la qualité de celui qui occupe le logement. On a trop souvent fait la différence et trop catégorisé le propriétaire bailleur, le propriétaire occupant et le bailleur lui-même. Dans la slide qui suit, vous le verrez en fait, ce n'est pas le dispositif le plus simple. Alors, simple dans son déroulé linéaire, oui, mais par contre, on a vraiment repéré des points de vigilance. La détection des ménages, c'est-à-dire on va devoir faire des VAD, alors que j'appelle des VAD presque pour rien. Mais en tout cas, par expérience, quand les partenaires se déplacent au domicile, des fois ils perçoivent et des fois ils ne perçoivent pas.
On va avoir des personnes qui vont avoir des logements adaptés, mais des consommations très, très importantes ou moyennement importantes, mais dont ils n'auraient même pas pu faire face, quel que soit l'état de leur logement. Et il va falloir qu'on puisse proposer, contacter un service aux bailleurs duquel ils vont pouvoir percevoir l'intérêt qu'ils ont à collaborer avec nous, parce que l'intérêt du bien vivre et de la qualité du logement qu'ils mettent en location, quelquefois, ils n'ont pas mis les pieds dans le logement depuis très, très longtemps. Ils n'en ont même pas connaissance. Et l'idée, c'est de pouvoir leur donner une information à minima sur ce qu'on peut faire. Et on s'est rendu compte que cette plateforme-là, effectivement, elle a pu se mettre en place rapidement parce qu'on avait déjà des outils, mais que le temps des démarches va être long et qu'on va devoir, pour évaluer son impact sur la traçabilité, notre plateforme va permettre de le faire. Là où on est attendu, c'est sur le taux de réponse des bailleurs, le conventionnement qui sera mis en place, la mise en gestion locative du bien. Et la première difficulté, mais dont on a avec les compagnons bâtisseurs plutôt esquissé une solution, c'est de former des lanceurs d'alerte, de sensibiliser l'ensemble des travailleurs sociaux, l'ensemble des CCAS, l'ensemble des agents d'accueil, et que demain, on espère pouvoir augmenter très largement le nombre de visites à domicile et de mesures et de ménages concernés par cette démarche. Voilà. Merci beaucoup, parce que du coup, c'était parfaitement… Ah bah oui, ça a bien illustré ce qu'on souhaitait faire passer comme message et je trouve que c'est très intéressant. Juste, ça me fait penser aussi, mais bon, quand vous avez parlé de lanceurs d'alerte, je prends aussi le cas, par exemple, de ce qu'on fait avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, où on a décidé dans le cadre du pacte de mettre vraiment dans chaque maison départementale de solidarité, enfin de l'EMDS, de mettre un référent précarité énergétique. C'est-à-dire, il y a la question de la formation, mais il y a aussi la question là d'un temps de travail un peu dédié. Et ça peut être aussi un complément. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Kéra, du coup, Kéra, je te propose de poursuivre avec, pour me présenter Aki. Est-ce que tu es là? Ah, on parle de Kéra. Perdu Kéra. Peut-être un problème de connexion, sinon je ne sais pas. Est-ce que les là? Elle était là. Hein. Non, elle était là tout à l'heure. Elle est là, hein, Kéra, je pense. Moi, je la vois. Kéra, si tu nous entends, Kéra, ton micro n'est pas activé. Ton micro, tout simplement. Un souci. Elle n'a pas dû voir que le micro était muet. Regardez, c'est direct, je l'appelle. Allez. Ça fait pas. Ou sinon, on fait intervenir EDF, peut-être. Le temps qu'on arrive à voir Kéra, peut-être du coup, Nathalie Bouvet. Oui. Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie Bouvet. Moi, j'interviens au pôle solidarité d'EDF. Donc, je vais, j'ai pas de présentation, mais je vais vous expliquer de vive voix. Peut-être juste revenir sur ce que fait le pôle solidarité. Donc, le pôle solidarité d'EDF, c'est un service qui est dédié aux acteurs sociaux qui ont un accueil privilégié téléphonique pour pouvoir contacter un conseiller qui ne gère que des situations de personnes qui ont contacté un travailleur social. Alors, travailleur social, médiateur ou bénévole d'association. Pour autant, pour que ces partenaires nous contactent, il faut qu'ils aient connaissance du dispositif. Et c'est là où j'interviens sur le terrain, donc sur une partie des départements de PACA, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, donc où je contacte les communes. On a fortement
fortement développé nos partenariats en allant vers les acteurs sociaux. On se rend compte que beaucoup de partenaires ne nous connaissent pas forcément. Et l'idée, c'est de prendre contact avec eux, d'expliquer nos missions et de donner du sens à une future collaboration. Lorsque on a ces partenaires, toutes les communes, par exemple, pour revenir sur les communes, ne nous contactaient pas parce qu'ils n'avaient pas connaissance qu'effectivement, ils pouvaient avoir cet accueil-là et qu'ils pouvaient être justement dans le repérage des situations difficiles. Une fois qu'on a le partenaire, on travaille aussi en collaboration régulière pour apporter de l'information. On sait que les acteurs sociaux interviennent sur de nombreux domaines. L'énergie, ça n'est qu'une partie de leur domaine de compétences. Donc, c'est d'apporter toutes les explications nécessaires, les bons dispositifs de manière régulière. Pour vous donner un exemple, on est intervenu auprès du conseil départemental avec qui on est en partenariat, bien évidemment, c'est historique. On est intervenu auprès de toutes les UTS du département. On a fait 15 ou 16 réunions qui ont permis d'informer et d'échanger avec 230 travailleurs sociaux du conseil départemental pour redonner du sens, pour expliquer les évolutions réglementaires. Il y a eu aussi les années de crise sanitaire qui ont aussi modifié peut-être notre manière de travailler. Et nous aussi, on est à l'écoute des modifications, des accompagnements qui ont pu changer avec les travailleurs sociaux. Deuxième manière d'intervenir, nous, dans le cadre du Aller Vers, c'est directement auprès des clients. Les conseillers du pôle solidarité font énormément d'appels sortants auprès du public identifié avec des difficultés. Ces appels sortants, ils se font à deux moments un petit peu clés. Ils se font lorsqu'une personne reçoit une aide financière pour le paiement d'une facture d'énergie et qui a un reliquat à payer. Donc, on prend contact avec la personne pour essayer justement que l'aide financière vient aider non seulement à résorber la dette, mais de manière pérenne. Donc, c'est dans la mise en place de délais de paiement, de solutions, de manière à ce que à aider la personne sur la durée. Et puis, il y a également des appels sortants qui sont faits pendant la trêve hivernale. On sait que le public précaire n'a pas de risque de limitation de puissance pendant cette période-là. Par contre, pour autant, on essaie de garder le lien en contactant ce public-là de manière à avoir des paiements réguliers et de ne pas arriver en sortie de trêve hivernale avec des situations qui se sont dégradées. La trêve hivernale, elle est là pour protéger aussi les personnes vis-à-vis de la coupure d'électricité ou de la limitation de puissance. Il faut pour autant qu'il y ait des paiements de manière à ce que les situations ne se dégradent pas. On intervient également dans le repérage avec l'envoi de listings qui sont envoyés aux départements et aux communes de toutes les personnes identifiées avec une difficulté sociale et un retard de paiement sur la facture. Alors, il y a des territoires qui se sont emparés de ces listings et qui ont une action auprès de ces personnes-là, puisqu'on est seulement dans le retard de paiement au niveau de la facture. Donc, on est justement très en amont du problème et justement, on n'arrive pas tardivement et c'est tout l'intérêt de ces listings-là. Dernière manière aussi dont on intervient avec nos partenaires, on peut intervenir alors ponctuellement lors de forums pour donner des informations. On peut intervenir également, je pense à une action, puisque ont été évoqués tout à l'heure les ambassadeurs. On a mené une action également avec FASVAR, où différents opérateurs ont formé des ambassadeurs, appelés des éco-ambassadeurs, qui ont formé eux-mêmes sur le terrain, dans certains quartiers, des personnes et se sont chargés du repérage, puisque ce sont des personnes qui sont déjà connues du quartier et qui connaissent très très bien, qui ont un lien un peu particulier avec les habitants. Et puis, dernier dispositif aussi emblématique, puis ce sera peut-être la transition, bien évidemment avec le HAPI, puisqu'on était à l'origine, on a travaillé avec LVD sur un petit peu la création et l'origine de ce dispositif, donc l'habitat pédagogique itinérant, donc où Kéra va vous en parler.
au-delà d'une opération de connaissance sur la maîtrise de l'énergie, c'est quelque chose qui va faire du lien avec les habitants, qui va aussi fédérer les… C'est un moment aussi un petit peu de convivialité avec les différents acteurs d'un territoire. Donc ça, je pense aussi que c'est important. Et puis avec une animatrice qui est dedans, qui est exceptionnelle, qui va vous en parler bien mieux que moi. Quelle belle transition. Kéra, là, je crois qu'on t'attend. Alors, je l'ai eu, elle a dit qu'elle s'est déconnectée, qu'elle essaie de se reconnecter parce qu'en fait, elle nous entend très bien, mais du coup, il y a une problématique de son, c'est nous qui ne l'entendons pas. Kéra? Ah, toujours pas. On ne t'entend pas, Kéra. Alors, je ne sais pas si on regarde chez nous, pourtant, nous, le son. Non, il n'y a pas de souci ici. Du coup, c'est du côté de chez Kéra. Il n'y a pas de pression. Peut-être le son est… Parfois, tout bêtement, on oublie de remettre. Non, en plus, regarde, tu vois. Non, mais en bas, ils sont… Si je peux me permettre, je ne suis pas très compétent, loin s'en faut. Kéra, il y a deux endroits sur ton ordinateur quand tu es sur Teams où tu peux agir sur ton micro. C'est en bas à droite de ta barre où tu as micro ouvert ou micro fermé, à côté de ta Wi-Fi si tu es en Wi-Fi ou de ta connexion Internet. Donc en bas à droite de ton écran, sur ta barre en bas. Et sur l'interface Teams, en haut à droite, tu as un logo caméra et un logo micro. Donc, il se peut qu'un des deux soit désactivé ou fermé. Eh bien, on ne t'entend pas plus. Ben, voilà. C'était ma seule proposition. Désolé, j'ai pas mieux. Son micro est activé, le picto est activé, seulement il n'y a pas le son. On peut peut-être essayer, Kéra, si je t'appelle, on peut peut-être essayer par téléphone. Ça te convient? Alors, on va essayer. Ouais. C'est peut-être une bonne idée, ouais, effectivement. Oui, ben, c'est ça aussi, trouver des solutions concrètes. Hein. Même dans notre politique publique, on compose. Oui, alors, attends, je mets le haut-parleur. Alors, vas-y, parle pour moi. Oui, mais il faut que tu coupes. Alors, moi, j'ai bien fait que tu coupes ton micro, mais il y a de l'écho là. Non, c'est pas mieux, on t'entend pas bien. Donc, si ça ne fonctionne pas, non, vas-y. Non, on t'entend pas. Est-ce que tu nous autorises à peut-être Nathalie Bouvet qui connaît ton dispositif pour le présenter? Parce que là, on n'entend pas bien. Je suis vraiment désolée, Kéra. Oui, je suis vraiment désolée. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas de son côté. Ça n'était pas prévu, mais est-ce que du coup, Nathalie, ce serait possible de présenter? Alors, je tiens à dire que on avait travaillé ça avec Kéra, c'est elle qui a fait le PowerPoint. Ah, donc, je remercie Kéra. Mais voilà. Donc, si c'est possible, parce que c'est dommage de ne pas en parler. Bien sûr, dispositif que Kéra mène brillamment. Donc, voilà. Alors, je ne connais pas la présentation, mais oui, je veux bien parler du HAPI, il n'y a pas de souci. Kéra en parle très bien. Donc, le HAPI, c'est l'habitat pédagogique itinérant. Hein, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2014. L'idée un petit peu d'origine, c'était de se dire, quand il y a des réunions sur la maîtrise de l'énergie, on a toujours un peu du mal à mobiliser le public, à le faire venir. Après, une fois que les gens sont là, les animations se passent très bien, mais le faire venir était parfois pas évident. Et donc, l'idée, c'est d'arriver un petit peu voilà, dans un quartier, d'arriver avec une boîte un petit peu qui va s'ouvrir. Donc, c'est un container maritime recyclé qui a été aménagé en appartement pédagogique. Hein. Vous voyez ici au milieu. Donc, c'est un mélange de trompe-l'œil et de vrai matériel qui reproduit en fait un appartement qui se charge du faire venir en amont, c'est-à-dire mobiliser tous les acteurs du territoire qui, à leur tour, pourront venir pendant une semaine, faire venir avec le public ou à
titre personnel au sein d'une structure, ben, faire une visite de l'appartement, c'est un petit peu une excuse, un prétexte pour parler de maîtrise de l'énergie et d'éco-gestes. Donc, Kera sensibilise énormément de monde. Ça passe par les écoles, ça passe par les travailleurs sociaux, ça passe par le public. Voilà. Et les animations, ben, il y en a eu voilà, depuis 2014, voilà, c'est 90 sites. Le container, il est mobilisé sur toute la région PACA, donc qui tourne sur différents départements. Il nécessite un petit peu une installation puisqu'il y a un transport en camion qui se fait. Donc, en principe, quand il vient sur site, c'est pendant une semaine. Et voilà, l'idée, c'est de créer un petit peu, c'est plus qu'une des réunions d'information, c'est vraiment créer une animation sur un territoire. Donc, ça peut se faire avec un bailleur social, ça peut se faire avec une commune, une communauté de communes, un département. Voilà. L'idée, c'est en tout cas de réunir et de faire venir et de parler d'économie d'énergie, de sensibiliser sur tout ce domaine-là. Donc, à la fois les enfants, comme je vous dis, et tout type de public. Alors, je ne connais pas la présentation, mais voilà un petit peu tous les, je pense, tous les acteurs qu'on peut mobiliser, enfin que Kera mobilise en amont, qui sont souvent un petit peu le même type de partenaires sur les territoires. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est de, comme je vous disais, voilà, qui est un maximum de donner l'information aux acteurs sociaux de manière à ce qu'il y ait un faire-venir qui soit important. Et je me rappelle d'opérations, on a pu avoir jusqu'à 700 personnes sur une semaine, je me rappelle, sur Toulon. Alors, je vous lis le dispositif, la présentation que je ne connais pas forcément. Donc, 8 clés pour mobiliser l'intelligence collective, mobiliser sur une intention claire, poser des questions essentielles, réunissez les bonnes personnes, inviter, créer l'envie. Alors, il y a souvent un petit jeu aussi qui est à la clé pour le faire venir. Hein. On sait qu'il faut toujours qu'il y ait voilà, quelque chose. Voilà. Donc, il y a un petit jeu avec un tirage au sort du gagnant en fin de semaine pour, voilà, pour fédérer, remercier un petit peu le public qui est venu voilà, sur cette opération. Et le travail de Kera, qui est quand même, je trouve, voilà, particulier et assez exceptionnel, c'est dans le lien qu'elle arrive à créer avec les habitants sur un territoire. Voilà. Elle a vraiment l'habitude de ça, elle a vraiment un contact qui est particulier et qui fait la réussite du Happy. Merci beaucoup pour cette présentation au pied levé. Merci beaucoup, Kera, pour avoir préparé. Ah, tout arrive. Vous m'entendez là? Ah, ben là, voilà. Alors, si je peux me permettre, merci Nathalie qui a été exceptionnelle. Merci. Ça s'appelle de la synergie. Bon. Donc, voilà. Tout ce qu'a dit Nathalie est vrai, d'autant plus que bon, maintenant, par rapport au tableau que vous avez vu sur les droits communs, c'est-à-dire faire des choses très raisonnées, compartimentées et ciblées, nous, ce qu'on fait, c'est un signal un peu à la fois global et chirurgical. Et quand on vient dans le quartier avec ce conteneur maritime, qui est quand même une innovation, c'est qu'on essaye d'orienter, de donner des réponses le plus rapidement possible. Voilà, il est là l'enjeu. Donc, je suis quand même encadré d'une direction qui a compris l'enjeu du Happy, donc par rapport à la communication, par rapport à tout ce qu'on pourrait faire, y compris les forces publiques et les élus qui viennent et qui n'hésitent pas à utiliser le Happy à des fins, comment dire, citoyennes, voilà, pour que les gens trouvent des solutions. Bien sûr qu'il y a 1000 métiers, 1000 moyens de venir. Celui-là, il est quand même unique en France en termes d'exposition sur les économies. J'ai une information importante, c'est que du 31 septembre au 4 octobre, nous sommes sur le site de l'épopée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même, c'est devenu un tiers-lieu. C'est les anciens bureaux et fabrications de Ricard à Sainte-Marthe. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mobiliser par rapport à ça. Là, ce qu'on est en train de tester de manière originale, parce qu'en fait, c'est les habitants qui me le disent, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, je suis désolée, je vais obligé de
de faire appel à plusieurs réseaux sociaux, mais ça marche super bien. C'est donc tous les groupes WhatsApp, TikTok, le Snap, voilà, ça marche vraiment bien dans les quartiers. Bon, ce n'est pas vraiment ma génération, mais force est de constater que ça marche. Et le dernier que nous avons fait à Aix, c'était des étudiants qui en fait filmaient le happy, filmaient le lieu, et dans leur propre groupe, lançaient l'information sur les économies d'énergie, l'environnement. Et force est de constater que quand on vient dans un quartier, on va, comment il s'appelle, l'habitat pédagogique, on fait beaucoup des sorties, des entrées d'école, parce que l'enfant, il est quand même le lien intergénérationnel, donc il vient les grands-parents, il vient les parents, les cousines, les tantes, je sais, moi. Et bien sûr, je ne vais pas tout vous reciter le fait que, bon, il y a le porte-à-porte, les moments festifs, et le côté intergénérationnel, c'est qu'en fait aussi, il ne faut pas hésiter à être fondu dans le territoire. Donc, pour décloisonner les mondes, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller sur les territoires, physiquement. Donc, le travail de sociaux et des associations est remarquable, mais force est de constater que là, l'hiver, c'est le terrain, quoi, tout simplement, et ne pas hésiter à envoyer les médiateurs. Je pense à Unicité aussi, tout ce qui est service civique, et au cœur vraiment des institutions qui a des quartiers. Voilà. Merci beaucoup, Kéra, pour ce discours de la fin. Est-ce que tu veux intervenir? Ah bah oui, j'ai eu l'occasion de participer à des moments forts de la vie. C'est vrai que ça marche très bien dans cette interconnexion. J'ai aussi trouvé intéressant le fait que Kéra, vous dites souvent, bah, allez, prenez un éco-geste et puis dans un mois, on voit ce que ça donne. Hein. On va voir, vous aviez l'habitude de laisser brancher votre téléphone, voilà ce que ça peut donner sur la facture. Eh ben, vous vous mettez en mode avion, 20 minutes, vous revenez, vous allez me dire si ça marche ou pas. Parce que ça interroge d'une façon très simple, très concrète, très terre à terre, la question de l'impact de nos actions, de nos politiques publiques, c'est-à-dire de toujours se donner aussi le moyen de regarder concrètement ce que ça a pu avoir comme effet ou ce que ça a pu changer et d'inviter la personne du coup à prendre conscience qu'en faisant ça, bah, je fais passer par exemple ma facture d'énergie. Merci. Du coup, nous avons fini avec les interventions. Alors, si on a dépassé l'heure, donc on va avoir 2 intervenants, on a fini d'en avoir 4. Donc, c'est très bien, on a un peu dépassé l'heure et on s'en excuse. Merci beaucoup à tous les intervenants. Est-ce que, avant de choisir la prochaine thématique ensemble de notre réunion du 21 octobre, est-ce que vous souhaitez poser des questions aux intervenants pour vous-même? Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Bonjour. Ouais. Moi, j'avais des questions. Oui, je vous écoute. Alors, du coup, Nathanaël Sfez de la Fondation de Nice. Alors, moi, j'avais une question pour Stéphane Jacob, je crois. C'était par rapport au dispositif que vous aviez mis en place pour les aides pour les propriétaires occupants, pour la réhabilitation et les travaux dans les logements. Ce que vous proposez, c'est des aides de droit commun ou vous avez mis en place des dispositifs spécifiques pour tout ce qui est financement ou accompagnement pour les travaux? Alors, c'est devenu du droit commun puisque par délibération, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. Il faut aller sur le site de la métropole et taper habitat ou logement ou bien chez soi ou sur un moteur de recherche puisque ça a été déposé. Ça s'appelle bien chez soi en fait et ce sont des aides financières et des orientations aussi vers un ou des opérateurs. C'est un dispositif, bon, là j'ai plus, mais c'est un dispositif qui est connu sur le territoire en fait. Ok, mais donc ça vient en plus des aides de l'ANA ou des choses comme ça, ou c'est quelque chose que vous Alors, mobilisez en fait, dans ce cadre-là? C'est devenu du droit commun pour nous parce que comme il y a un règlement, en fait, c'est opposable. Les gens nous demandent et nous, on étudie suivant les demandes. Et c'est globalement, il y a le département qui aide, la région qui peut aider, l'ANA. En fait, l'idée aussi pour les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, c'est de pouvoir multiplexer les aides, de les accompagner en fait pour qu'ils puissent émarger à tous ceux qui ont un intérêt à ce que l'amélioration des logements et le loyer abordable soit une réalité. Mmh.
Parce qu'on en est tous là aujourd'hui, à mettre en place des dispositifs pour tenter de répondre aux difficultés des locataires, des propriétaires occupants et responsabiliser les propriétaires qui souvent, en fait, n'ont pas d'informations sur l'état du logement, ne savent pas qu'ils pourraient faire autrement. Et en plus de ça, des fois, ils ont la double peine parce qu'ils sont pointés du doigt alors qu'on pourrait aussi être dans la médiation pour ne pas les mettre à dos, en fait, et les accompagner. Oui. OK. Merci. Merci. Une autre question? Je crois que Sophie a mis le lien dont parlait Stéphane Jacob dans la discussion. Merci. Merci. Dans la fenêtre conversation. Voilà. Question. Bon, il nous reste à fixer notre prochain rendez-vous. Voilà, on a un interlocuteur exactement. Donc, je vous rappelle les thématiques que nous avions vu précédemment, donc il y avait le traitement des situations des locataires et la difficulté particulière des médiations avec des bailleurs. Il y avait le développement des compétences des professionnels avec notamment l'axe formation. Il y avait également la problématique des avances et des restes à charge pour les ménages précaires, mais ça peut être également un autre sujet. L'idée, c'est que vraiment le sujet intéresse tout le monde et qu'on se retrouve à l'aborder en octobre. Donc, est-ce que par rapport aux thématiques que je viens de citer, il y en a une qui fait écho là maintenant suite à l'intervention de nos collègues, ou vous voulez en aborder une autre? Là, c'est entre vous, c'est le principe du réseau. On mettra en place peut-être un système, je ne sais pas avec Sophie si c'est possible, je n'y connais rien à la technologie pour coucher, peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. Là, je vous fais une proposition qui n'est que la mienne, vous avez le droit de dire oui, non. On a pas mal abordé avec Stéphane Jacob la question de la formation des travailleurs sociaux. Ce matin, avec Yolande, nous étions en visio avec EDF, qui fait également des formations. Tu as parlé aussi d'un référent dans les MDS. Peut-être que ça fait intéressant d'aborder par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, la question pour faciliter le repérage, justement, du développement des compétences des professionnels, notamment sur le repérage, mais pas que. Est-ce que ça vous conviendrait à tout le monde? Levez la main. Oui, j'ai levé la main. Levez la main, si on voit plein de choses. Je vois des mains. Plus on voit de jaune et plus c'est bon. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je ne peux pas dire à quasi-unanimité, je ne vois pas tous, mais on va dire à une priorité. On va revenir à la thématique de la formation et n'hésitez pas à réfléchir quand vous reviendrez au mois d'octobre, parce que je suis sûre que vous serez là, à d'autres thématiques si du coup vous pensez, suite à ce webinaire, à des sujets intéressants à développer. Merci beaucoup. Désolée, c'était le petit quart d'heure marseillais, absolument. Sinon, on n'aurait pas été digne de notre réputation. Exactement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup et à très vite. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.